les Itata, le mois de janvier est déjà bien entamé. J'espère que pour vous, l'année a démarré de belle façon. Je vous renouvelle en tout cas mes vœux de bonne santé et de bonheur. Aujourd'hui, je reçois un élu local, maire d'une commune du Sud, un élu qui ne court pas après les médias, mais qui a accepté de retracer son parcours avec nous. Bonsoir, Nick Esmond-Rose. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, vous êtes maire de Sainte-Luce depuis mars 2014. 2014, tout à fait. Comment est-ce que, avant de parler de vous présenter plus précisément, comment est-ce qu'a débuté la nouvelle année 2023 ? Écoutez, comme l'année précédente s'est achevée, avec les mêmes soucis, les mêmes difficultés, mais avec un élément supplémentaire. C'est l'espérance dans la nouvelle qu'on y met toujours, hein. Un peu d'espoir pour que les choses évoluent favorablement. Et c'est ça la différence. Mais les soucis sont toujours là. Et je souhaite d'ailleurs à chaque téléspectatrice et chaque téléspectateur une bonne année et que nous puissions surtout aller dans le sens du collectif, du bien collectif, nous rassembler pour que nous puissions avancer ensemble. Ne dit-on pas que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est ça votre vœu le plus cher, c'est que nous soyons davantage unis en Martinique. Nous avons pas mal de difficultés, comme d'autres, hein, comme partout ailleurs. Il n'y a pas que des difficultés d'ailleurs, hein, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en Martinique, il n'y ait que des problèmes. Il y a quand même des choses qui se passent et qui se passent correctement et bien. Mais nous en avons à surmonter, comme d'autres peuples, comme d'autres pays, comme d'autres régions. Et pour ça, évidemment, comme les autres, on doit rechercher le point commun, le point qui nous unit, et non pas les points qui nous désunissent, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir affronter. En disant ça, je ne prétends pas avoir la solution. Ouais. Hein. Je dis que c'est un des éléments qui nous permettrait justement de rechercher la solution avant même de la trouver. Alors je le disais, vous êtes maire de Sainte-Luce depuis mars 2014, vous êtes vice-président de l'Espace Sud. Vous avez été élu l'an dernier sur la liste, enfin l'an dernier non, c'était déjà 2021, oui, sur la liste Alliance Martinique conduite par Cédric Chimie. Donc, vous êtes conseiller exécutif, président du PARM, le pôle d'agro-ressources et de recherche de la Martinique. Et malgré toutes ces fonctions politiques, vous avez conservé votre activité professionnelle puisque vous êtes directeur de la Chambre d'agriculture. Comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça ? Alors, tout ça se concilie. C'est surtout ça, déjà. Alors, présenter ainsi, on a le sentiment que ça fait beaucoup. Mais maire et siégeant à l'Espace Sud, c'est lié. Oui. C'est forcément lié. D'ailleurs, les têtes de liste siègent obligatoirement sont candidats, plus précisément, à l'intercommunalité. Donc, c'est lié. Hein. Dans la précédente mandature, je n'avais pas choisi de rester à l'Espace Sud. Mais là, nous faisons partie... je ne dirais pas d'une majorité, mais avec le président actuel, on a structuré un programme de travail pour l'Espace Sud et jusqu'à maintenant, j'y contribue. Ça ne veut pas dire que je passerai la totalité de la mandature à l'Espace Sud, mais jusqu'à maintenant, je contribue au programme. Et d'ailleurs, je fais un travail extrêmement intéressant pour moi, auquel je tiens, c'est que nous travaillons avec une commission qui est quand même très active au sein de l'Espace Sud sur les questions qui sont liées à l'urbanisme, oui, à la réglementation qui nous pose parfois problème. Hein. On va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. On va d'abord commencer par parler plus particulièrement de vous dans la rubrique Kimounouye. Donc, Nick Esmond-Rose, on a présenté rapidement l'élu local, l'élu territorial. On a présenté le directeur de la Chambre d'agriculture très rapidement aussi. Mais l'homme, Nick Esmond-Rose, si vous deviez le résumer en quelques mots. Oh, j'aurais du mal. Je ne sais pas, me définir moi-même, c'est un peu compliqué pour moi. Hein. Écoutez, j'ai traversé le temps comme je suis aujourd'hui. Je pense que j'y étais hier. Un trait de caractère ou deux traits de caractère qui ressortent, une qualité, un défaut, par exemple ? Oui, des défauts, il y en a. Je vais laisser les autres en parler, hein, n'est-ce pas? Dans le trait de caractère, si je peux plagier mon directeur de thèse, parce que je fais passer une thèse en économie, un doctorat en économie, et il avait dit que pour ma ténacité, il m'accorderait la mention très honorable. Ce qui fut fait, mais pas seulement pour ça, mais c'était pour vous dire que c'est vrai que je suis tenace. Et quand j'ai des idées, j'essaie de les défendre.
Alors, pas de manière exubérante. Hein, je ne pense pas que c'est ni en rentrant dans le conflit en permanence, ni en parlant plus fort que l'autre, qu'on arrive à faire valoir ces idées. Mais c'est d'abord en les travaillant et de manière obstinée, peut-être que ce n'est pas le bon mot d'ailleurs, de manière déterminée plus précisément, les défendre. Mais les défendre à condition qu'elles soient argumentées. Il ne s'agit pas d'avoir des idées, on a pensé ça. Et non, il faut travailler le sujet et le défendre. Quand on pense avoir raison quelque part, il faut quand même défendre ses idées. Alors, on va commencer par le petit Nicaise, avec une photo, une photo que vous nous avez transmise. Une photo, alors je vous laisse la commenter. Oui, ça c'est une photo, parce que le principe de l'émission, c'est d'envoyer des photos qui sont commentées. Donc je me suis prêté au jeu, même si j'aime pas trop. Mais enfin bon, ça c'est, je crois que j'avais 7 ans. Pour les lycéens ne reconnaissent peut-être pas. Ça c'est devant le presbytère actuel. Sous mes pieds passe la RN5 actuellement, vous voyez. Donc ça a bien changé. Ouais. Et là, c'est une photo de moi, enfant, ressemblant aux autres enfants de la commune, et pas plus que ça, pas moins que ça non plus, voilà. Quel souvenir vous gardez de cette enfance? Donc on l'a vu à Sainte-Luce, on va voir tout à l'heure des photos de Sainte-Luce, mais votre enfance? Alors, mon enfance, parler de Sainte-Luce d'abord, bon, écoutez, on n'avait pas grand-chose, mais franchement, on n'était pas malheureux. Franchement. Je veux dire, on n'avait rien, quoi. Notre espace de jeu, c'était la mer, les plages que l'on connaît maintenant, qui n'étaient pas aussi fréquentées qu'actuellement. C'était construire des radeaux pendant les vacances et puis aller faire de la voile. Faire beaucoup de choses naturelles, en fait, avec la nature. Tout à fait. Et puis jouer entre nous. Nos parents n'avaient pas grand moyen, puisque nous étions vraiment... À ce moment-là, ce n'est plus tellement le cas, même si la pêche continue à compter beaucoup dans l'activité économique de la commune. Mais nous étions vraiment le village de pêcheurs. Et nos pères étaient pratiquement tous marins-pêcheurs. Évidemment, à l'exception du maître d'école, du receveur de la poste, des personnes... Ce qu'on appelle les notables à l'époque. Voilà, les notables à l'époque. Mais tous les autres étaient fils de marins-pêcheurs, fils et filles de marins-pêcheurs. Et là, il y avait un point commun qui nous rassemblait. Et il n'y avait pas d'inégalité vraiment entre nous. Donc, en tout cas, on ne ressentait pas. Et nous faisions avec les moyens du bord et nous nous amusions avec les moyens du bord. Et je ne sais pas pour dire qu'avant c'était mieux. Hein, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais ce que nous avions, on s'en contentait, évidemment. C'était quoi? C'était, donc vous l'avez dit, la plage, peut-être déjà pêcher un peu, mais de façon... oui, c'était la plage, aller sur les plages, notamment à Gourézin, jouer au foot du matin au soir, jusqu'à ce que les doigts soient bien fripés, là. C'était aller pêcher, les oursins, on se baissait pour les ramasser. Hein, à l'époque, oui. À l'époque, voilà. Pas grand monde s'y intéressait. Aller pêcher des chartrous, des pieuvres, comme on dit maintenant, les cuisiner sur la plage même. Encore une fois, construire des radeaux, aller pêcher sur les cailles là, qui sont au large de Sainte-Luce. Enfin, une enfance active et heureuse. Oui, non, mais on n'était pas malheureux. On ne baignait pas dans le bonheur total, mais on n'était pas malheureux, quoi. Et ça, je ne regrette pas du tout cette enfance qui s'est passée dans une période pour moi charnière en Martinique, où on est sorti d'une époque pour rentrer dans une autre, avec ses difficultés évidemment. Mais nous nous sommes construits comme ça, et nous nous sommes beaucoup construits dehors. Hein? Évidemment, sortis de l'école, on était dehors. Ouais. Alors on va voir une photo de vos parents, ceux grâce auxquels vous êtes sur Terre. Tout à fait. Mes parents que je salue. Alors mon père... il a disparu en mer. Et ça, c'est mon histoire personnelle. Il a disparu en mer, j'avais 3 mois. Donc, je ne l'ai pas vraiment connu. Et il était marin-pêcheur, donc il a disparu en mer. Et ma mère nous a élevés, nous sommes 5, toute seule. Hein, et elle a consacré sa vie à ses enfants, à l'éducation de ses enfants. Et j'ai l'impression qu'elle n'a fait que ça, en fait.
Et voilà, donc... Mais le fait que vous ayez perdu votre père à un âge où on n'était pas vraiment conscient, hein, c'est le cas de le dire, vous n'avez pas ressenti ce manque? Le manque est venu quand les autres ont commencé à m'en parler, quand Ouais. j'ai eu un âge de conscience. Mais étant enfant, j'ai pas ressenti ce manque. Mais je voyais bien qu'il manquait quelque chose. Mais notre mère a tellement joué le rôle du père et de la mère que... Elle était doublement potomitante. Absolument. Donc, c'est vrai que d'autres m'en ont parlé de mon père, notamment les marins-pêcheurs. D'ailleurs, il y en a qui sont toujours en vie, qui l'ont bien connu. Que je les salue d'ailleurs, ceux-là. Et ils m'ont un peu raconté. Très peu ma mère. Ma mère n'en parlait pratiquement pas. Elle ne parlait pas de sa douleur. Elle nous disait qu'elle a une douleur depuis très longtemps. On savait ce que c'était. Mais c'était pas quelqu'un qui se plaignait de ça. Donc, elle gardait pour elle. Et nous tentions d'évoluer dans ce cadre-là. Mais bon, toutes les familles ont connu des difficultés. Il n'y a pas que ma famille à moi. Donc, ma mère a fait face à la difficulté comme d'autres ont dû faire face à leurs difficultés. Donc ça, c'est un élément fondamental de mon histoire personnelle. Est-ce que vous souhaitez en parler? Je vous en parle, mais je n'ai pas l'habitude d'en parler. Bien sûr, je vous avoue. Non, je le disais, vous êtes un homme discret, même si vous allez sur les médias pour la bonne cause. Mais en général, vous n'aimez pas trop parler de vous ni vous exposer. Donc, merci beaucoup pour ça. On va voir, parce que vous en parliez, on va voir une photo de Sainte-Luce de votre enfance. Oui. Justement, une photo avec des bateaux de pêche. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est la symbolique, vraiment, quand on dit des yoles et des gommiers. Parce que, non, des gommiers, pardon. Des yoles très peu à Sainte-Luce. Oui, tout à fait, absolument. Et des gommiers. Et à l'époque, c'était ça, le bord de mer, ou ce que certains appellent front de mer de Sainte-Luce, c'était ça, à l'époque de mon enfance, d'un bout à l'autre du bourg. Hein? Donc il y avait des gommiers partout. Il y avait des gommiers partout. Et comme je le disais, nos pères étaient pratiquement tous marins-pêcheurs. Donc il y avait des gommiers et c'était l'activité qui structurait le bourg, en sachant que dans les hauteurs, dans les campagnes de Sainte-Luce, il y a beaucoup d'agriculteurs. Et donc c'est une commune bâtie autour de la pêche d'un côté et de l'agriculture de l'autre, dans l'arrière-pays. Et cette photo que certains vont peut-être découvrir, mais que les lycéens qui ont plus de 50 ans connaissent très bien, c'est notre enfance. Nous sommes nés avec les gommiers. Et avec ces noms très, très emblématiques, si Dieu veut, tout à fait. Viré, enfin, mais voilà, ils savaient des noms symboliques. Il donnait ces dénominations-là au bateau, aux gommiers. Oui, et vous-même, vous n'avez jamais été tenté par la pêche? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'aime bien la mer. J'adore la mer. Quand on habite Sainte-Luce. Oui, j'aime bien la mer. Je me souviens quand je suis arrivé à Bordeaux pour mes études, j'ai cherché la mer. Elle est où la mer? On m'a dit, mais non, mais c'est à 60 km. Un peu loin, oui. Il y a le fleuve. Il y a le fleuve, oui, tout à fait. C'est pas pareil. Donc pendant quelque temps, ça m'a un peu manqué. Ouais. Et là, je vis à Sainte-Luce, donc ça veut dire que tous les matins, je vois la mer. Et tous les matins, je vois Sainte-Lucie en face quand il fait beau. Donc, on se sent moins seul. Oui. Et ça, c'est structurant pour les lycéens. Vous savez, notamment ceux qui habitent le littoral, du bourg jusqu'à Trois-Rivières. La mer est importante. Et aussi pour ceux qui habitent l'arrière-pays, parce qu'ils venaient dans le bourg, soit à Trois-Rivières, soit dans le bourg, pour vendre les produits de leur production agricole. Donc, il y a toujours eu cette rencontre entre la campagne et la mer à Sainte-Luce. Et ça, c'est important, ça nous structure jusqu'à maintenant. D'ailleurs, dans les armoiries de la ville, il y a un gommier et il y a une flèche de canne, qui symbolise le fait que nous avons eu et que nous avons jusqu'à maintenant beaucoup de cannes à Sainte-Luce, mais c'est pas au-delà de la canne, c'est l'agriculture. Ouais. Alors malheureusement, la pêche, par contre, a beaucoup périclité. Il y a de moins en moins de marins-pêcheurs. Comme partout en Martinique, la pêche a reculé, mais on a encore beaucoup de marins-pêcheurs que je salue d'ailleurs. Il y en a à Trois-Rivières, et dans le bourg, il y a pas mal de lycéens qui s'adonnent à l'activité pêche. Oui, c'est une activité qui n'est pas que touristique d'ailleurs. C'est une activité importante pour la commune, activité importante pour beaucoup de familles de la commune. Une autre photo du Sainte-Luce de votre enfance, là on voit davantage l'habitat, on va dire. C'est une photo qui est très ancienne, donc elle fait un peu stylisée. Oui. Là, on n'était pas très loin du bourg, mais c'était la campagne à l'époque.
Eh bien, pour ceux qui connaissent Sainte-Luce maintenant, qui voient où se trouve le grand bâtiment, la médiathèque, Ouais, cette photo a été sur prise les de hauteurs, là. Vous voyez, c'est une photo qui a été prise de ce secteur de Sainte-Luce. Donc là, c'est Sainte-Luce qui commence déjà à évoluer. On voit des habitats en dur, en béton, qui commencent à apparaître. Et le bout, on voit même au premier plan un poteau électrique. Vous savez, c'est les années où l'éclairage public, le début de public, l'électrification. exactement, commençait à se développer à Sainte-Luce comme ailleurs en Martinique. Donc c'est cette époque qui a été l'époque de mon enfance. Et je suis très content d'avoir connu ça. Quand je dis aux gens, mais dans les rues qui sont les rues à l'arrière du bourg, vous voyez, du côté de la gare routière actuelle, etc. C'était les roseaux, c'était un canal bordé de mangroves, toutes les rues et les habitants. De l'autre côté, c'est trop au diable d'ailleurs, ou pas très loin. De l'autre côté. Mais je parle du bout, comme vous avez la mairie, 2 rues après la mairie, c'était la mangrove. D'ailleurs, vous fouillez à 30 cm, il y a de l'eau. Et les gens ont construit cette commune. Eux-mêmes, les marins-pêcheurs, en remblayant et en façonnant cette commune de leurs mains, parfois. Donc, parfois, je me trouve à expliquer ça. Vous voyez, vous arrivez, vous voyez, vous savez pas comment c'était. Peut-être vous avez des critiques vis-à-vis des gens, mais ils ont construit cette commune. Ce n'est pas l'État qui a aidé à donner des subventions, ni l'Europe à l'époque. Les gens eux-mêmes, ils ont remblayé. C'était le système où les gens de la campagne, quand ils descendaient dans le bourg, ils avaient un pied à terre. Et tout ça a donné la commune. En boucle. Et tout ça a donné la commune qu'on connaît. Donc, ceux qui n'ont pas l'historique de cette commune-là, d'ailleurs, nous travaillons à transmettre cette historique. Et cette photo, c'est une photo que nous avons retrouvée et que je me suis permis de vous proposer pour vraiment montrer une commune qui était en construction, vraiment en transition vers la modernité actuelle. Voilà. Puis on va terminer cette Obekimonoï avec une photo du Sainte-Luce d'aujourd'hui. Oui. Cette commune que vous dirigez, que vous gérez, vue aérienne. Donc on voit que ça s'est bien humanisé quand même. Ça s'est bien humanisé. Alors je ne fais pas que gérer la commune. Je l'ai dans mon cœur. Bien sûr, on l'a bien compris. C'est le seul endroit en Martinique où je pourrais habiter, sincèrement. Donc ça, c'est... on voit bien le bout qui s'est développé, c'est vrai, avec l'arrière-pays, donc les hauteurs, avec des habitations, des quartiers qui se sont... Le quartier d'Épinay, Montésie, sur les hauteurs de la ville. Là, on voit bien le quartier Bélé. Voilà, tout à fait. On voit bien le trou au diable dont vous parliez. C'est le bras de mer qui a... au-delà du pont qu'on traverse quand on va vers l'extrême sud. Et tout ça a été en mouvement. Et ce mouvement-là a jalonné mon enfance. Alors, on n'a pas fait que bien, on a fait des bêtises aussi, telles que récupérer, mais ça c'était l'époque, le sable d'un endroit qu'on appelait la Basse. Ceux qui connaissent bien, en arrivant dans le bout du côté de la gendarmerie, en contrebas, il y avait un haut fond. Mais vraiment un haut fond. Moi, enfant, nous, enfants, on y allait avec de l'eau à la taille, pas plus que ça. Et tout ça a été raclé pour remblayer une mangrove qui, aujourd'hui, est devenue le parking à l'entrée du bourg. Il y a un terrain de foot là. Et tout ça, c'était une mangrove. Et on jouait au foot dans la mangrove, à l'époque. Donc, ça a été remblayé comme ça. Ça a causé quelques petits dégâts, quelques gros dégâts quand même au littoral du bourg. Mais enfin bon, 40 ans après, 50 ans après, ça s'est résorbé un peu. Mais c'est pour vous dire que aller dans la modernité, il y a du bon et parfois il y a du moins bon. Mais ça, c'est pas seulement... Il ne s'agit pas pour moi d'accuser qui que ce soit. Il s'agit de dire que cette commune est rentrée dans son ère moderne avec notamment le maire qui était là à l'époque, Jean Marant. Dont on va avoir une photo tout à l'heure. Qui a vraiment voulu placer la commune dans cette modernité. Et Louis Couzel après a poursuivi. Et moi, j'essaye vraiment non seulement de poursuivre, mais de faire entrer la commune dans la modernité moderne, si je puis dire. Alors on va en parler justement, on va continuer à parler de Sainte-Luce dans la rubrique Matinique.
Alors, Nicaise Monrose, avant de revenir à Sainte-Luce, on va parler un petit peu de votre rapport à la Martinique et du regard que vous portez aujourd'hui sur notre société. Ben, écoutez, le regard que je porte sur la Martinique, c'est un pays qui se construit avec les éléments qui sont à sa disposition. Avec beaucoup de turpitudes politiques quand même, hein, ces dernières années. Mais pas plus qu'ailleurs. Bon, il n'y a pas plus de turpitudes politiques qu'ailleurs. Parfois, on est sur notre île, là, oui, on mais pense du qu'on fait est... des personnalités Oui, qui comportaient ces turpitudes, on va dire. C'est vrai, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. Mais les personnalités qui sont totalement différentes de moi, Bien vous sûr. parliez tout à Absolument, l'heure de ma absolument. discrétion. Et je fais de la politique comme je suis. Et je ne suis pas de ceux qui croient que faire de la politique, c'est être exubérant ou alors badioleur, etc. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, mon trait de caractère me permet de faire de la politique comme moi je l'entends. C'est-à-dire en n'étant pas dans ces turpitudes. Mais cela dit, c'est la politique s'accompagne de ça. Hein. Il n'y a pas de difficulté à ce que les gens s'opposent sur les idées. Mais voilà, vous êtes plutôt pour l'opposition des idées, Absolument. pas pour l'opposition des hommes et des femmes. Absolument. Je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faut se rassembler une fois. Non, non, non. On est élu sur des idées. D'ailleurs, ce qui manque et ce qui entraîne des turpitudes, justement, c'est que nous sommes sortis du débat d'idées pour entrer dans, et ça, il faut dans cette confrontation d'individus, pour savoir qui aura le pouvoir, etc. Il faut qu'on en sorte, hein. Il serait temps qu'on en sorte et qu'on retourne au débat d'idées, qui est forcément une confrontation, mais d'idées. Bien sûr. D'idées. Et personnellement, c'est mon positionnement. Je ne suis pas du tout dans dire que, quand on regarde d'autres grands pays au monde, c'est pire que chez nous. Hein, faut pas croire, il y a des pays où, effectivement, ça tourne parfois même au pugilat. Donc, tout à fait. Donc, parfait. Donc, nous faisons avec ce que nous avons. Je crois qu'il y a eu une époque de confrontation d'individus. J'espère, et que c'est mon souhait, qu'on est en train d'en sortir. Hein. Si vous voulez parler politique. On va en parler politique à la fin de l'émission. Là, on revient sur la Martinique et on va d'abord parler avec deux photos de votre activité professionnelle. Oui. Vous êtes président vous êtes directeur de la Chambre d'agriculture et là on vous voit avec deux présidents qui sont en fait les prédécesseurs de José Maurice, qui est l'actuel président depuis juin 2022 de mémoire. Voilà. Donc Guy Ovid-Étienne et puis Louis-Daniel Berthom qui lui avait succédé. On vous voit au milieu. Vous êtes directeur de la Chambre depuis combien de temps? Ah, je ne compte même pas les années. Guy Ovid-Étienne, c'est le président qui n'a pas hésité à recruter un jeune Martiniquais. J'avais 30 ans, hein, mais pour être directeur, il faut avoir un âge minimum qui est 35 ans. Il m'a recruté en me disant, écoute, on travaille ensemble, on va attendre que tu correspondes à la réglementation en vigueur. Et il n'a pas hésité à faire confiance à un jeune Martiniquais. J'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à ça. Guy Ovid-Étienne qui est à droite sur la photo avec le ruban vert. Tout à fait, voilà. Exactement. Donc ensuite, Louis-Daniel Berthom a pris le relais, il m'a confirmé comme directeur. Et j'ai travaillé avec lui pendant ces 3 mandatures à la Chambre d'agriculture. Et maintenant, M. Maurice est président et je continue à travailler. Je tiens à dire que c'est mon activité, la Chambre d'agriculture. Directeur de la Chambre, c'est mon métier. Absolument. Je ne fais pas métier de la politique. Hein? Et en cela, là aussi, cette attitude me correspond à ce que je crois de la politique, parce que je suis d'un mouvement citoyen. Je ne suis encarté dans aucun parti politique connu en Martinique, ni non plus au niveau de la France. Le mouvement citoyen, c'est justement, on partait de l'idée qu'il faut, jusqu'à maintenant, que le citoyen puisse s'intéresser à la chose publique et surtout ne confie pas son avenir aux seuls politiques. Qu'il s'intéresse. Bien sûr qu'il faut des politiques, donc j'ai une activité professionnelle. Je ne suis pas maire de profession, je ne suis pas à la CTM, ce n'est pas ma profession. C'est vrai que c'est lourd en charge de travail. Mais ce que je fais à la CTM jusqu'à maintenant, c'est la continuité de ce que j'ai pu faire à la Chambre d'agriculture avec ces deux présidents-là notamment. Et donc c'est une continuité. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça paraît lourd, mais étant donné que je suis dans un secteur qui correspond à la fois je parle de la CTM, à la fois à ma formation initiale et à ma conviction, parce que je m'occupe de participation citoyenne aussi à la CTM, et à ma posture politique, ça ne devient pas une charge lourde, ça devient un devoir pour moi
avec mes camarades du mouvement citoyen lycéen, d'essayer de faire avancer cette idée qui est que la politique ne doit pas appartenir aux seuls politiciens. Alors, vous êtes donc directeur de la Chambre, en tout cas à la Chambre d'agriculture, puis directeur de la Chambre depuis plus de 25 ans, on va dire, pour arrondir. Oui, tout à fait. Bon, comment est-ce que vous avez vu évoluer l'agriculture? En quelques mots, l'agriculture martiniquaise. On a perdu beaucoup d'exploitations, ça on le sait. Elle a évolué dans ce sens-là, effectivement. On a perdu beaucoup d'exploitations agricoles, on a perdu beaucoup d'agriculteurs. On ne parvient pas à en installer un nombre suffisant, mais je le dis, on n'a jamais pu, et ce n'est pas que la Chambre d'agriculture, prendre les virages qu'il fallait. Hein. On est toujours dans ces politiques publiques, et c'est pour ça que je vous dis que ce que je fais à la CTM correspond un peu à mes observations, à mes constats en tant que directeur de Chambre, les constats que partagent ceux qui travaillent avec moi à la Chambre. On est toujours dans des politiques publiques qui n'ont qu'une orientation, c'est de favoriser l'exportation. Ici, l'exportation de bananes. Ailleurs, la canne pour le sucre à La Réunion, c'est ça. Donc, on n'a jamais, jusqu'à maintenant, pas su prendre le virage. Mais je crois que là, maintenant, on n'a pas le choix. Il faut prendre le virage. Il faut prendre ce virage de la réorientation de notre agriculture vers le marché interne. Et ça doit être soutenu par des politiques publiques. Alors justement, on va avoir un logo, en fait, ce logo, le cœur vert, comme les Martiniquais appellent, tout à fait. Le logo cœur de Martinique pour du pays, qui lui est réservé spécifiquement à l'agriculture, parce qu'il y a aussi un cœur jaune ou moutarde qui lui est réservé à l'ensemble de la production locale, des produits transformés, on va dire. Là, on est véritablement dans la production locale, d'où la mention produit pays. Tout à fait. Ce n'est pas le cœur vert seulement de l'agriculture, c'est le cœur vert de la production locale à 100%. Oui, c'est ça. Parce que le cœur tout ce qui est produit ici et non pas simplement transformé. Qu'avec, voilà, tout à fait. Maintenant, il faut de la production agroalimentaire ou autre, ou artisanale, avec une base de l'importation. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il y a quand même une différence entre produire 100% local et transformer sur une base d'importation, ce qui fait qu'il y a une différence. Mais la Chambre d'agriculture participe à ce mouvement Cœur Martinique qui vise à faire en sorte que le Martiniquais, le consommateur martiniquais, puisse mieux identifier la production locale, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit de l'agro-industrie, qu'elle soit de l'industrie tout court, qu'elle soit de l'agriculture, de l'artisanat et de la pêche également. C'est à venir. Donc, voilà, donc on avance. Là, on avance parce que c'est vrai qu'on fait la différence sur les prix, mais on doit aussi associer au prix une différence sur la qualité, la proximité, la fraîcheur. Et ça, favoriser les circuits courts, notamment, c'est quelque chose qui est très important. Les circuits courts, etc. Mais ce signe de qualité-là va nous permettre de le faire. Et produit pays, c'est aussi une mention réglementaire. Donc, c'est Cœur Martinique produit pays. Hein, et ça permettra de mettre en place toutes les mesures de contrôle nécessaires pour bien confirmer aux consommateurs que ce qui portera le cœur vert est bien une production locale. Alors, il nous faudrait une émission entière pour parler de l'agriculture martiniquaise, parce que c'est un enjeu véritablement capital. On y reviendra dans une autre émission. On continue. Cela dit, je tiens à dire sur l'agriculture, on doit faire la transition vers le marché interne, mais il y a un autre terme qui est très important, c'est l'agroécologie. C'est-à-dire on doit modifier nos pratiques de production et on n'a même pas le choix, c'est une obligation. On va y revenir tout à l'heure dans le cadre des enjeux et des engagements que vous avez pris vous personnellement. On va voir une photo, on revient à Sainte-Luce. On va voir une photo qui vous tient à cœur, Nicaise Monrose. Oui. Racontez-nous. Oui, ça c'est une photo, j'étais pas maire là. J'arrivais au conseil municipal en 2008. Où j'arrivais au conseil municipal, donc présidé par Louis Couzol. Et cette photo, c'est mon intégration au conseil municipal par Madame Salomon, Madame Livia Salomon, qui a été, pourquoi c'est symbolique pour moi? Parce que Madame Salomon a été la première personne à m'avoir accueilli dans une école à Sainte-Luce. Il n'y avait pas de maternelle à l'époque, ça s'appelle le cours enfantine. C'est la première personne, j'étais totalement créolophone, dans ma famille, on n'échange pas en français, on échange en créole. Je ne me suis jamais adressé à ma mère en français. Elle ne s'est jamais adressée à moi en français. Et entre nous, les frères et sœurs, on ne s'adresse pas
entre nous en français. Tout le monde parle le créole, quoi. Oui, Créole, tout le oui. monde. Français arrivé, les tiges, les petits-enfants. Mais donc, je suis arrivé dans cette école avec Madame Livia Salomon, pour laquelle j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a, parce qu'elle était troisième adjointe dans les mandatures précédentes de M. Couzol, et celle qui m'a intronisé en tant que troisième adjoint à sa suite. Et ça, pour Donc, moi, beaucoup de symboles. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était voilà. Un moment que... parce que c'est par là que je suis rentré en politique. Hein. C'est pas seulement en 2014, j'y étais déjà. Donc, et pour moi, j'ai tenu à ce que cette photo soit montrée en saluant Mme Livia Salomon et en la remerciant, évidemment, pour ceux qui, après, m'ont encadré, m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, que je ne c'est jamais cessé de remercier dans les écoles, parce qu'évidemment, à l'époque, tout passait par l'école. Hein, si on voulait s'en sortir et progresser, s'en sortir, c'est pas forcément avoir un doctorat, hein, mais progresser dans la vie, c'était l'école. Et nos parents étaient arc-boutés là-dessus. Ma mère ne me demandait pas ce que je faisais à l'école. Tout ce qu'elle me demandait, c'est de ramener des bonnes notes. Et ça a duré jusqu'au moment où j'étais à l'université. Tout ce qu'elle voulait savoir, c'est si je passais en année supérieure. C'est tout. Savoir ce que je faisais entre-temps, comment je dis. Non. C'était pas... Sa préoccupation, c'était que ses enfants avancent. Et c'était une préoccupation de l'ensemble des parents de l'époque. Et ça nous a permis à tous de progresser en quelque part. Alors, 6 ans après cette photo, c'était votre heure. On va vous voir en campagne. Campagne pour les élections de 2014, donc pour succéder à Louis Couzol. Tout à fait. Oui, Sainte-Luce au cœur. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter en tant que maire, à vous présenter pour devenir par la suite maire? Alors, écoutez, je ne crois pas qu'on se réveille un bon matin et puis on décide d'être maire. Ça ne se passe pas, en tout cas pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. On fait partie, j'ai l'habitude de dire que je suis maire, je suis celui choisi par les 10 000 autres pour assurer cette fonction pendant quelque temps. D'accord? Donc, des lycéens, dont Mme Livia Salomon, hein, ils m'ont dit, écoute, il faudrait y aller, c'est ton tour. Vous avez été préempté, en quelque sorte. J'ai voulu, hein, il ne faut pas dire que... Mais j'ai eu des contacts avec des personnes dans l'ensemble des composantes de la vie lycéenne et qui voulaient une transition, mais pas un changement total, qui voulaient non pas une continuité, mais pas une rupture. Une évolution, en tout cas. Ils voulaient une évolution, pas la rupture, pas la continuité, mais une évolution. Et je symbolisais parce que je faisais partie je suis arrivé au conseil municipal en 2008, porté par un groupe de citoyens aussi, hein, qui m'ont demandé de rejoindre le groupe dirigé par Louis Couzol, qui avait discuté précédemment avec ce groupe-là. Mais nous sommes restés dans notre orientation de politique citoyenne et en disant clairement que 6 ans après, que nous reconsidérions la situation, ce que nous avons fait. Et c'est comme ça que j'ai été porté donc à la tête de la commune de Sainte-Luce. Ça a été une rude bataille. Hein. On va voir la photo de votre investiture, mais ça a été une rude bataille parce que vous avez remporté la mairie de Sainte-Luce en mars 2014 face à Jean-Philippe Milon. Oui. Avec 122 voix d'avance. Oui, c'est suffisant pour être. Oui, absolument. C'était vraiment très serré. Même avec une voix d'avance. Oui, mais M. Nilor avait battu M. Couzol 6 ans avant au département avec 83 voix d'avance. Donc, j'ai fait mieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas. C'était vraiment, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 orientations différentes. Je ne suis pas opposant de qui que ce soit, mais parfois je suis à l'opposé d'eux, oui, tout à fait. Je suis à l'opposé d'eux et je me présente comme tel que je suis. Et les gens font leur choix. Donc, ils m'ont choisi. Bon, je passe les péripéties. Hein. Nous sommes arrivés au conseil municipal avec des personnes on était 4 à faire partie du précédent conseil municipal. Donc il y a eu un vrai renouvellement. Avec des personnes investies dans la vie de la commune. Et nous sommes arrivés comme ça, en étant nous-mêmes, en nous présentant tels que nous sommes, en ne cherchant pas
à faire des conciliabules de politiciens. Non, 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 c'était Et pas... ça vous a réussi, puisque Oui, en 2020, vous avez été réélu en mars 2020 au premier tour, juste avant pendant le Oui. Covid quasiment, Oui, pendant le Covid. avec 84% des voix, enfin des Oui. suffrages exprimés. C'est quasiment un plébiscite. C'était M. Saint-Cyr de mémoire qui était Oui, face tout à à vous. fait. Bon, Sainte-Luce, c'est environ 10 000 habitants, 84% de suffrages exprimés. Bon, il y avait une abstention assez forte, bien entendu, mais malgré tout, c'est très, très encourageant. Et Alors, il n'y a pas eu d'abstention, il y a eu une difficulté d'aller voter, oui. parce que nous étions en plein Covid. Bien sûr, bien sûr. Et C'était le jour... 15 mars 2020, il me semble. Oui, tout de à fait. mémoire, Même au niveau quelque chose comme ça. national, l'organisation de l'élection avait été très contestée, 21 mars 2020, oui, remis en absolument, cause. absolument. Et à Sainte-Luce, il s'est passé un phénomène, c'est que le jour de l'élection, on a appris, il y a eu des nouvelles un peu difficiles à supporter par rapport au Covid. Et il y a des gens qui ont décidé de ne pas se rendre aux urnes. Absolument. Et les trois quarts des votants sont venus voter le matin. Et de l'après-midi, on a eu des informations qui ont fait que les gens... C'était très difficile. C'est une situation difficile. Je ne vais jamais cesser de remercier le lycéen d'avoir osé en 2014 porter à la mairie des personnes qui n'étaient pas dans le circuit politicien. D'ailleurs, à l'extérieur de Sainte-Luce, les gens s'en sont étonnés, mais à l'intérieur, non, parce que je n'étais pas inconnu. Hein. J'étais adjoint, et puis les gens qui étaient avec moi n'étaient pas inconnus non plus. Et puis, surtout, nous avions une orientation. Vous avez vu, en l'autre chemin, une alternative est en marche, d'ailleurs. Avant marche au niveau national, nous étions déjà en marche. Donc, une alternative est en marche, traduit en créole, en l'autre chemin pour Sainte-Luce. Nous avons présenté ça à la population sans dénigrer qui que ce soit. Et la population a fait son choix. Donc aujourd'hui encore, je remercie cette population qui, en 2020, nous a confirmé. On va voir très rapidement, parce que le temps passe vite, hein, Nicolas Monrose, certains éléments de votre action à Sainte-Luce. Mais on va d'abord voir cette photo où vous êtes avec Jean Maran, qui a été maire honoraire jusqu'à son décès en mai 2021, qui a été maire de Sainte-Luce pendant 25 ans, 65 à 90 de mémoire. Tout à fait. Et vous aviez voulu à un moment donné lui rendre hommage. Oui, non seulement lui rendre hommage, mais il a été maire bien avant moi. Il a fait entrer cette commune dans un mouvement de modernité qu'on peut critiquer ou pas, hein, peu importe. Hein. Mais c'est quelqu'un que je consultais, avec qui je discutais et qui me parlait non seulement de Sainte-Luce, mais qui avait gardé une grande mémoire de tout ce qui se passait à Sainte-Luce, malgré son grand âge. Il est décédé au-delà de 100 ans. Hein. Oui, absolument. Et qui me parlait de la politique en Martinique et qui cherchait à comprendre mon positionnement de citoyen. Et on s'expliquait l'un et l'autre. Donc, au-delà de lui rendre hommage, ça c'est une photo effectivement, parce que lors de notre première fête patronale, nous avons mis à l'honneur, nos présidents d'honneur, c'était M. Jean Marin et M. Louis Couzol. Donc, c'est les deux qui nous avaient précédés et qui étaient en vie à ce moment-là. Donc, et pour nous, c'était très important de bien montrer que nous n'étions pas dans une rupture, mais que nous étions quand même en l'autre chemin, donc dans une autre manière de voir les choses, tout en gardant de bonnes relations avec ceux qui nous avaient précédés. Alors, on va voir différentes photos qui illustrent un petit peu votre action à Sainte-Luce et votre philosophie de gestion de cette commune, avec d'abord une photo qui évoque la politique citoyenne des quartiers. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est une méthode que nous avons utilisée. Ça, c'est une ancienne photo de la première mandature. Une alternative est en marche, nous marchions. Nous allions à la rencontre des habitants. À la rencontre des habitants. Nous avons fait campagne comme ça. Et quand nous sommes arrivés à la tête de la municipalité, nous avons continué à marcher. Ça nous permettait de bien préciser ce qu'il y avait à faire pour améliorer ce qui est très important pour nous, la vie quotidienne des gens. On ne dit pas qu'on fait tout bien, mais on a recommencé là maintenant avec une opération que nous appelons nous la caisotte. Ce n'est pas le même format puisque je reçois les habitants, je fais l'audience dans le quartier, mais les collègues du conseil, les adjoints et les conseillers vont au-devant des gens pour accueillir leur doléances. Et nous procédons ainsi d'ailleurs ce samedi 21, nous serons à Monésie. Et nous passerons comme ça dans tous les quartiers de Sainte-Luce. Mais nous avons d'autres opérations. Alors, il y a eu par exemple, puisque vous êtes très attaché aux questions d'environnement, l'opération Obidjoul. Exactement. Qui consistait en fait à nettoyer la commune, on va dire globalement. Tout à fait.
au bidule en créole. C'est le terme créole qui peut signifier en français propreté, nettoyage, enfin, ce qui est clair, quoi. Toute bagaille on va nickel. cleaner, quoi. Voilà. Voilà. Donc, nickel. Et ça, c'est une opération que nous avons initiée déjà depuis quelques années. Alors, nous voyons d'autres personnes, d'autres communes ou même des privés se lancer dans ce type d'opération. C'est tant mieux. Mais nous l'avons fait dans tous les quartiers de Sainte-Luce. Ça nous a mis 1 an et demi à passer vraiment avec nos bennes. Mais nous ne nous contentons pas de mettre des bennes à disposition. Nous allons devant des gens pour faire un peu de pédagogie sur la manière de trier, sur les horaires de passage. Sur les abandons des véhicules. Sur les abandons quelque chose qui nous choque, c'est les VHU. Tout à fait. Aujourd'hui, tous ces VHU qui sont en Martinique. Vous arrivez à éradiquer ça à Sainte-Luce? Éradiquer, c'est beaucoup dire, mais vous savez, au-delà de qu'engage comme moyen, il y a une association qui existe et des concessionnaires qui travaillent avec notamment les maires. Mais en direct, nous engageons 8 à 10 000 euros par an pour enlever les VHU. Donc ça coûte à la commune. Et je ne sais pas si quelqu'un a la solution, mais je ne sais pas pourquoi il y a cette pratique de lâcher. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules en Martinique et qu'on a tendance parfois non, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup. À les abandonner. Voilà. Mais vous c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Et la politique citoyenne, justement, c'est de ne pas avoir peur de dire leur vérité aux citoyens. Il y a des éléments qui sont positifs dans notre comportement, mais il y en a tellement qu'on doit changer, notamment ça. Et là, au Bidjoul, c'était une manière pour nous d'inciter les gens à ramener leurs déchets avec des opérations qui duraient 4 jours. Hein. Ça n'avait rien de ponctuel. C'était vraiment une orientation, un objectif qui était de faire en sorte que le citoyen améliore son comportement. Nous n'y sommes toujours pas. Pas seulement à Sainte-Luce, en Martinique en général, ailleurs, évidemment, ça existe, mais je parle de notre pays. Et on doit faire tellement d'efforts pour que nous puissions faire en sorte que notre propre cadre de vie soit amélioré. On doit changer tellement de comportements. Le travail est tellement énorme à ce niveau-là. Absolument. Et j'en appelle à chacun, vraiment, nous devons changer de comportement par rapport à notre environnement. Il ne s'agit pas de dire « je paye des impôts, je laisse ça là, le maire va se dire ». Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons nous responsabiliser, notamment pour l'environnement qui est le nôtre. Et nos enfants nous font la leçon. Et tant mieux. Mais il faut que ça change. J'ai même le sentiment qu'on a reculé dans la matière. J'ai même le sentiment. On me dit, par exemple, ouais, sur les plages, il faut mettre des poubelles. Je dis non. On met des poubelles. Oui, il y a des poubelles. Il y a des containers collectifs. Mais disséminer des poubelles sur toutes les plages, c'est totalement contre-productif. Parce que ça devient une décharge qui attire des rats, etc. Et les gens, pour mettre des poubelles sur les plages, il faut passer 3 fois par jour. Vous pensez bien que budgétairement parlant, on ne peut pas avoir des agents qui passent 3 fois par jour, tous les jours. Mais les gens, vous venez avec vos emballages, mais repartez avec. Repartez avec. Et comme ça, la plage est propre pour ceux qui viennent avec vous, après vous, et même vous qui allez revenir quelques jours après. 2 autres domaines essentiels pour le vivre ensemble, Nicaise Monrose. D'abord le sport, et notamment le volleyball qui fait un peu, on va voir la photo, qui fait un peu la fierté de Sainte-Luce. Oui, j'ai choisi cette photo. Je salue ces dames qui nous ont apporté tellement de trophées, qui continuent d'ailleurs. Encore cette année, elles ont gagné la Coupe de Martinique. Le volleyball, c'est symbolique, pas seulement pour l'équipe féminine, c'est ce sport historique à Sainte-Luce. Le volleyball, c'est un sport qui a structuré cette commune. Il n'y a plus tellement de communes. Beaucoup le sud, parce que les Anses d'Arlé aussi, à un moment, étaient très en pointe. Tout à fait. Mais à un moment donné, c'était sur toute la Martinique, jusqu'à Grand-Rivière. C'est vrai, absolument. Donc le volleyball, c'est ce sport historique qui est pratiqué, très pratiqué. Moi, j'aime aller assister au match de volleyball et je remercie encore ces dames qui continuent à nous apporter des trophées, mais l'équipe aussi masculine qui a aussi gagné la coupe. On a des champions. C'est l'espoir de Sainte-Luce. L'espoir. On a des jeunes qui ont été formés à Sainte-Luce qui sont au niveau national, qui ont été formés à Sainte-Luce. Donc, ça, c'était à la suite d'une victoire qu'elles m'ont accepté au milieu d'eux. Très belle photo d'ailleurs. Très belle photo. Et voilà.
Parce Et que, puis il y a aussi, oui. pardon, on est obligé d'accélérer, il y a Allez-y. aussi la culture. On va avoir une photo Oui. de la fête patronale. Culturellement, comment va Sainte-Luce? Ça va. Nous avons une activité culturelle Alors là, très... ce sont les huiles, on va dire, ce sont les personnalités. Mais enfin bon, Alors c'était là, l'ouverture de la fête patronale. là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est la première fête patronale de notre mandature en 2015, où nous avions tenu à inviter d'un côté M. Jean Marin et de l'autre M. Couzol, Plus et les maires, plus les les maires des communes représentants. voisines, je vois Les M. rep- René Couraille, Tout par à fait, exemple. les représentants de communes voisines. Donc, sur cette photo, il n'y a pas forcément tout le monde, mais nous avions tenu vraiment à organiser cette fête autour de ces deux maires qui ont servi la commune et qui nous passaient en quelque part un relais. Ouais. C'était le jour du relais, quoi, si vous voulez. Une autre photo qui elle est plus spirituelle, on va dire, mais également symbolique, c'est la remise des clés de la ville à l'archevêque Oui, tout à fait. pour l'inauguration de l'église, c'était ça. Hein? Exact, exact. Parce qu'un des premiers dossiers dont je me suis occupé déjà en tant qu'adjoint, c'était l'église. Hein? Ça a été l'église. Et j'y ai beaucoup travaillé avec le conseil de l'époque, mais j'étais adjoint aux travaux. Donc j'avais dans mon portefeuille l'église. Et j'ai tenu on a beaucoup travaillé sur cet établissement. Donc là, sur cet établissement religieux. Hein. Et là, c'était enfin, on pouvait remettre les clés à Monseigneur Macaire, parce que nous avions achevé notre boulot au niveau de la commune et nous transmettions cet édifice religieux fondamental à l'archevêque pour qu'il puisse la remettre à disposition des fidèles. Et l'église de Sainte-Luce qui a la particularité d'être en hauteur, hein, au-dessus de la ville, hein, Tout à fait. au-dessus du bourg. Tout à fait. L'église est en hauteur, on la voit d'ailleurs. On voit le clocher de la nationale quand on rentre dans la commune, on voit l'église. On termine cette rubrique matinique avec une photo qui va nous ramener à la période du Covid. C'était la problématique de l'eau. Parce que vous avez été confronté au Covid juste au moment de votre réélection. Tout à fait. Et ça, c'était quelque chose d'assez particulier, je suppose, pour un maire. Absolument. Nous avons été élus dans les conditions qui ont été rappelées tout à l'heure. C'était en plein Covid, mais au lendemain de l'élection, nous tombe dessus la problématique de l'eau. C'est une problématique récurrente en Martinique. La sécheresse, on se mobilise. À l'époque, on nous raconte que c'est parce que l'eau n'arrive pas que nous savions. Nous savions très bien, d'accord, il y avait la sécheresse, mais qu'il y avait des infrastructures, des investissements qui n'avaient pas été réalisés. Il y en avait même qui avaient été réalisés, qui étaient restés là, qui n'avaient pas été mis en fonctionnement jusqu'à être boisés. Et nous sommes allés au-devant de nos concitoyens. Nous avons apporté l'eau nous-mêmes, tous les jours, pendant le Covid. Dans des grandes citernes, effectivement. Pendant le Covid. Et j'ai le souvenir de petits différends que j'ai eus avec la sous-préfète de l'époque. Évidemment, sa mission, c'était d'empêcher aux gens de circuler. Et qui voulait nous empêcher de circuler parce qu'il fallait fermer les robinets un peu partout. Donc je lui avais dit, écoutez madame, entre mourir de soif et mourir du Covid, moi, je choisis d'apporter de l'eau à ma population. Cette photo est très symbolique avec le monsieur avec son masque FFP2 Tout à fait. à côté. Avec des collaborateurs, il faut le signaler. Les gars n'ont pas hésité. Alors, il y avait tous les membres du conseil municipal. Évidemment, nous étions sur le terrain, mais nos collaborateurs n'ont pas hésité à être là avec nous, à prendre des risques, parce qu'à l'époque, on parle maintenant du Covid, on a un peu de recul, mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Tout le monde en avait peur. Et nous n'avons pas hésité avec nos collaborateurs à aller tous les jours donner de l'eau à notre population, parce que ça, c'était notre devoir. Et là, on voit bien qu'autour de ça, ça nous permettait d'ailleurs de parler du Covid aux gens. Hein. Et ça, nous l'avons fait parce que c'était notre devoir. Mais en arrivant là, vous disiez tout à l'heure que je suis à l'Espace Sud, oui. Ça nous a permis de réaffirmer la nécessité, et ce qui a été fait, d'engager des investissements pour qu'on ne se retrouve plus dans cette situation. Parce que ce n'était pas parce qu'il y avait un manque d'eau. Bien sûr, on pouvait supporter une coupure de 2-3 jours. Personnellement, pendant cette période, j'allais donner de l'eau aux gens, mais je n'en avais pas moi-même. Pendant près d'un mois, je n'ai pas eu d'eau à la maison. Voilà, donc ça, il ne faut pas quand même raconter aux gens
que c'est parce qu'ils lavent leur voiture que cette situation est apparue. Non, c'est parce qu'il y avait des choses à faire au niveau de la responsabilité des politiques, des dirigeants même, du SIXM précédemment et de l'Espace Sud après, qui n'avaient pas été faits. Donc ça, aujourd'hui, il y a un gros programme d'investissement qui est réalisé justement pour permettre de gérer les situations. Parce que le manque d'eau n'était pas géré. Bien sûr, en cas de sécheresse, il manque de l'eau, mais on sait bien. Mais il faut gérer la pénurie. Bien sûr. Et la pénurie n'avait pas été gérée. La seule méthode de gestion, c'était couper l'eau aux gens. Et ça, c'était inacceptable. On est très en retard, Nicolas Moroz. On termine l'émission avec la rubrique politique. Alors politique locale, on en parle déjà depuis quasiment le début de cette émission. On va terminer donc en parlant à la fois de l'espace sud. On va voir cette première photo. On va parler également tout à l'heure de la CTM. Très rapidement, là, on a en photo les deux présidents successifs de l'espace sud. Eugène Larcher, qui a siégé, je pense, pendant 2 mandats à la tête de l'espace sud. Oui. Et puis André Le Sieur, qui lui a succédé. On sait qu'avec Eugène Larcher, entre Eugène Larcher et vous, ce n'était pas forcément les meilleures relations du monde. Vous plaidez pour l'élection d'André Le Sieur. Absolument, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas entre Eugène Larcher, moi, je ne fais pas, c'est pas Eugène Larcher. Ah, il y a eu des passes d'armes sérieuses, quand même. Oui, non, mais la politique d'Eugène Larcher. Oui, bien sûr, c'est pas une question. Et puis, cette manière de procéder qui ne me convenait pas et qui ne nous convient toujours pas, d'ailleurs. Et oui, nous avons soutenu la candidature d'André Le Sieur parce que nous pensions qu'il fallait un changement quelque part. Est-ce qu'il y a vraiment du mieux? Le changement que nous attendions, ce n'était pas forcément... On sait très bien, l'intercommunalité a ses limites, mais cette idée selon laquelle l'intercommunalité devienne supracommunalité, c'est-à-dire un outil, d'ailleurs, ce n'est pas une collectivité. Non, absolument pas. Ce n'est pas une collectivité. C'est pour ça que le cumul des mandats ne concerne pas les communautés d'agglomération. La collectivité, c'est la commune, c'est la CTM, c'est tout ce que vous voulez, absolument. Mais pas l'Espace Sud, pas Cap-Nord, pas la CACEM. Et cette idée, le sentiment que nous avions qu'il y avait une politique visant à étouffer les communes ou à penser que l'espace sud donnait des ordres aux communes, ça, c'était insupportable. Est-ce que ça s'est amélioré? Oui, ça s'est amélioré. Mais il y a tellement de chemin à faire encore. Parce qu'il y a une culture qui s'est installée dans cette intercommunalité-là, je ne parle pas des autres, je ne connais pas, qu'il faut faire évoluer. Et on ne change pas les choses du jour au lendemain. Mais nous allons toujours, nous à Sainte-Luce, tant que nous serons aux affaires à Sainte-Luce, lutter contre l'idée que l'espace sud supplante les communes. La commune, c'est l'âme de sa population. C'est là où ça se passe. Et vous étiez notamment contre le fait que le tourisme passe à l'intercommunalité. Vous vouliez garder votre bureau. Non, c'est pas vrai. Non, on n'est pas contre le tourisme passe à l'intercommunalité. Nous ne sommes pas favorables à ce qui a été fait. Vous savez, pendant longtemps... Je vous relance, mais on est en train de déborder. Je vais juste finir sur ça pour bien expliquer notre position, qui n'est pas être contre, mais c'est une analyse. Pendant longtemps, chacun se souvient. On a dit l'eau DTM, l'air DTM, c'est trop, etc. Il y a eu une fusion. On a fait le CMT. Et puis, quelque temps après, sous prétexte de loi, alors que la loi NOTE ne dit pas ça, ne dit pas ça du tout, sous prétexte de loi NOTE, on recrée 3 structures, Nord, Centre, Sud. Donc, au lieu de nous ni 2, à présent, nous ni 4. Il fallait de conserver la promotion du tourisme au niveau local, au niveau communal. Il y a une promotion à faire au niveau de chaque commune, parce que chaque commune a son identité, son âme et son orientation. Mais remettre une structure globalisante, ce n'était pas nécessaire. Je pense qu'il fallait, si la loi ne correspondait pas, il fallait bien au contraire rentrer dans une discussion avec l'État, avec les gouvernements, tel que ce que la CTM est en train de faire concernant le Congrès, pour dire que là, il y a un truc qui ne colle pas. On ne peut pas imaginer que le Sud rentre en concurrence avec le Nord. Alors, tout ça arrive le matin, on va dire, ça a radié, le Sud doit le radier, annuel au Nord. Mais non, ça n'a aucun sens. Il faudrait reprendre tout ça à la base. Et ce sur quoi nous n'étions pas d'accord, c'est qu'on nous dise que la taxe de séjour, alors qu'on récupère la taxe de séjour qui nous permet de financer notamment les infrastructures d'accueil des touristes que nous avons à Sainte-Luce, mais qu'aucune charge de la commune ne soit récupérée.
Donc, on nous prend la recette et on nous laisse les charges. Mais attendez, nous n'aurions pas été à notre place si on avait accepté ça. Alors là aussi, il faudrait beaucoup de temps pour parler de l'espace sud. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. On en vient au niveau territorial maintenant. Vous avez fait campagne avec Serge Letchimy dans le cadre de la liste Alliance Martinique. Vous avez donc été élu conseiller exécutif en juin, de mémoire juin 2021. Tout à fait. Pourquoi le choix de Serge Letchimy? Bon, vous êtes proche depuis assez longtemps, mais... Non, attendez, je ne suis pas du PPM. Oui, on l'a bien compris, vous l'aviez dit. Vous siégez dans une association citoyenne. Oui, tout à fait. Nous avions convenu déjà en 2015 de faire route avec... Vous n'aviez pas siégé d'ailleurs, hein, après l'élection. Je n'avais pas siégé parce que j'avais estimé que j'avais mieux à faire que d'aller m'opposer pour m'opposer. Hein, puisque l'ambiance politique de l'époque, c'était ça. L'opposition, ça ne m'intéresse pas d'être opposant. Ça m'intéresse d'être à l'opposé d'eux, c'est-à-dire d'avoir d'autres idées. Mais d'être dans la confrontation et de faire du simagrée, du cinéma politicien, c'est pas ma nature. Donc je ne vais pas contredire ma nature. Vous comprenez? Je dis que je fais de la politique comme je suis. Hein. Je ne m'invente pas. Je ne me réinvente pas pour faire de la politique. Je viens comme je suis. Et je suis ce que je suis. Les électeurs décident. Voilà. Donc, oui, nous avons de nouveau décidé en 2021 de faire route avec Serge Letchimy. Aujourd'hui, je siège... On va voir d'ailleurs la photo de votre... Allez-y, continuez. Tout à fait. Je suis au conseil exécutif et j'aide à mettre en place... voilà. Ça, c'est le jour de l'installation, de l'intronisation de la nouvelle majorité à la 7e. Je l'aide à mettre en place, à mettre en œuvre le programme pour lequel les électeurs ont voté, le programme qui a été choisi majoritairement. Et c'est ça mon état d'esprit. Je ne sers pas Serge Letchimy. Il sert un programme et je l'aide à servir ce programme qui a été décidé, et notamment sur le volet agriculture, sur lequel j'ai beaucoup travaillé jusqu'à maintenant. Et vous êtes d'ailleurs président du PARM. On va vous voir en photo lors d'une manifestation organisée par le PARM. Il y a une logique en fait, directeur de la Chambre d'agriculture. Vous êtes très branché, j'allais dire, sur les questions d'agriculture et d'écologie, et vous êtes aujourd'hui président du PARM. Je suis branché agricole, mais je ne suis pas que branché agricole. Bien sûr, bien sûr. Hein, d'accord. J'ai fait des études d'économie agricole. Donc, ça fait 25 ans, 27 ans que j'observe, et je le dis comme je le pense. On n'a jamais été capable de prendre le virage qu'il fallait qu'on prenne. Et là, nous l'aurions pris avant qu'on n'aurait pas été dans cette situation-là. Mais il se trouve que dans le monde agricole, il y a des décisions qui sont prises sous la pression d'un petit nombre et qui orientent la politique publique. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Mais là, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller vers l'agroécologie pour 1001 raisons. Alors l'agroécologie, puisque vous en parlez, on va voir justement une photo d'abord de vous et ensuite une photo d'agriculteurs. Donc là, c'était, je pense, un congrès. C'est un congrès et ce jour-là, j'expliquais un peu comment se décide la politique agricole. Parce que beaucoup de personnes disent « Ouais, les élus ne font rien pour l'agriculture, la CTM, patata. » Mais je suis désolé. Là, vous étiez presque là à 3 titres, directeur de la Chambre d'agriculture, CTM. Pas encore. Ça se passe il y a quelques années déjà. D'accord, très bien. Vous voyez, je n'ai pas changé je ne change pas comme ça de ligne. Si je ne change pas de ligne pour faire plaisir. En clair, c'est ça. Je change de ligne si la ligne que je prends, on arrive à me convaincre que ce n'est pas la bonne. On va voir la dernière photo, donc sur l'agroécologie. Mais c'est important, la politique agricole. Il faut bien expliquer aux gens que, vous voyez, la grosseur de Eurodome, des organisations de producteurs, la Chambre d'agriculture, ça a déjà un peu moins d'impact quant à la collectivité. Elle ne s'est pas préoccupé de ce que c'était que les politiques publiques agricoles. Ce que moi, j'essaie de faire, c'est que la collectivité s'investisse dans ce domaine et ne laisse pas à d'autres, uniquement à d'autres, de se retrouver face à l'État et à l'Europe pour orienter vers eux-mêmes les fonds qui sont consacrés à l'agriculture. Alors l'agroécologie, qui est un de vos dadas, précisez-nous ce que c'est. On va voir une photo logiquement, on a une dernière photo d'une agricultrice ou d'un agriculteur, je ne vois pas précisément. C'est ça. Alors là, il y a l'agroécologie. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie aussi? Non, pas du tout. L'agroécologie, si vous voulez, en gros, pour faire vite, c'est un système qui associe à la fois, c'est un système de production, ce sont des pratiques agricoles qui associent la performance économique et la performance environnementale et écologique.
et sociale également. Parce que ça permet, contrairement aux politiques agricoles en cours actuellement, qui excluent beaucoup, notamment de petits agriculteurs, cette idée de bâtir une politique agricole autour de l'agroécologie, ça permettrait de réintégrer pas mal d'agriculteurs, notamment les petits qui disparaissent à vitesse grand V. Et c'est un système agricole qui s'impose à nous, parce qu'il y a moins de molécules chimiques qu'on peut utiliser, il y a une demande de la population pour une production de proximité, pour une production propre, pour sa santé, connaître l'agriculteur qui le produit, savoir dans quelles conditions c'est produit. La monoculture, on voit bien que depuis des années, depuis des dizaines d'années, on voit bien qu'on est arrivé au bout de ce système et qu'il faut en changer. Donc, je sais bien que ce que je dis n'est pas forcément accepté par tous, mais je vais continuer à le dire parce que j'en ai la conviction. Et ceux-là même qui défendent l'idée contraire n'arrivent pas à prouver que leur système fonctionne parce qu'il est soutenu, porté, soutenu, mais vraiment cornaqué, gavé par les politiques publiques. Et moi, je dis que ce que vous voyez à l'écran, cette personne qui produit là, il n'obtient rien pour ça. Eh bien, nous devons faire en sorte de bâtir une politique publique qui lui permette à elle aussi de pouvoir bénéficier du soutien, du coup de pouce public pour proposer aux Martiniquais des produits de qualité. Merci beaucoup, Nicaise Moroz. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses à dire, que vous devriez venir plus souvent sur les médias, particulièrement sur Zitata. On a largement débordé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir retracé avec nous votre parcours et d'avoir exposé vos idées. Il y a un sujet qui me tenait à cœur, mais dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est l'érosion côtière. Absolument. Dont Sainte-Luce souffre énormément, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé. Merci à vous. Vous avez dit que j'étais discret, mais je suis très bavard sur ce que je crois être bon d'être dit. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs de Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Très bonne soirée ou très bonne journée.